Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous de Actu et Débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue avec moi en studio. Deux journalistes pour croiser le verbe. Gabin Goubi, journaliste, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Aïtchédji, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. C'est la première fois que vous participez à cette émission. Un plaisir. Le plaisir est partagé, Gabin. Vous êtes avec Nicolas Sopetin, également journaliste. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Brice Bill. Bonsoir Monsieur Gabin. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Plaisir partagé. Le plateau de ce lundi 17 février 2025. Avec vous ce soir, on parlera de la randonnée de Boniaï qui se poursuit. Il était récemment avec les anciens présidents de la Cour, Théodore Olo, Robert Dossou. Il était précédemment également avec Bruno Amoussou. La population, elles, peuvent souffler sans doute un peu avec les nouveaux services de l'ANIP. Nous en parlerons sur cette émission et de beaucoup d'autres sujets encore. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Brice Bill Aïtchédji. L'ancien président de la République, Boniaï, poursuit ses rencontres de début d'année avec les figures influentes du pays. Boniaï a été récemment reçu par Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle. La visite, selon certaines sources, s'inscrit dans le cadre de sa démarche de présentation de vœux pour la nouvelle année. Cette rencontre avec Maître Robert Dossou s'ajoute à une série de visites que Boniaï a récemment effectuées auprès d'autres grandes personnalités politique du pays. L'ancien président a ces dernières semaines, vous le savez, successivement échangé avec Nicéphore Dieudonné Soglo, Adrien Rungbeji et Bruno Amoussou, des acteurs majeurs de la scène politique béninoise. Gabin Goubi, simple présentation de vœux ou démarche, une démarche qui cache une stratégie de Boniaï? Moi, je postule beaucoup plus pour la deuxième hypothèse. Vous savez, une simple présentation de vœux de quelqu'un comme Boniaï, ça pourrait peut-être prendre une autre forme. Ça pourrait être interprété autrement. Aujourd'hui, on peut présenter... Une autre forme, laquelle par exemple? Oui, on peut s'appeler au téléphone pour juste présenter les vœux. Mais nous sommes en Afrique et se déplacer, c'est du mettre de piment dans la relation. Oui, mais il faut voir le profil de celui qui se déplace, mais également les profils de ceux vers qui il s'est porté. Eh bien, c'est des acteurs politiques majeurs de notre pays. Eh bien, et puis ça pourrait passer inaperçu, mais si aujourd'hui vous et moi sommes informés, c'est parce que c'est sorti du cadre plus ou moins informel, même si beaucoup, on n'a pas eu, je veux dire, ça n'a pas été médiatisé, ça a été fait hors micro et caméra. Nous avons eu quand même les bribes de ceux dont ces personnalités-là ont discuté. Et puis Boniaï qui va quand même vers Bruno Amoussou, qui postule aujourd'hui comme un acteur politique majeur de la mouvance présidentielle, qui se porte vers Adrien Rungbeji, qui les deux quand même ne sont pas habitués à se rendre visite comme ça. Et puis n'oubliez pas, nous sommes à la veille d'échéances électorales majeures. Eh bien, à quelques encablures de ces élections-là, cette visite-là, elle intervient, même si c'est dans le cadre d'une simple présentation de vœux. Moi, je ne voudrais qu'à qu'on le prenne juste au premier degré, que les analyses soient poursuivies. Évidemment, nous sommes peut-être pas dans l'économie des échanges entre Boniaï et les différentes personnalités vers qui il est allé, mais quand vous voyez quand même le profil de ces acteurs politiques qui ont eu à jouer un rôle clé dans notre État à une certaine période de notre histoire, de notre parcours politique, eh bien, il faut bien penser que Boniaï allait discuter des questions qui engagent l'état de la nation au-delà bien de la présentation de vœux qu'on nous a servi. Nicolas Sopetin, c'est une présentation de vœux ou visite notable? Non, pour moi les deux, puisque comme le disait mon collègue, je pense que Boniaï n'est pas n'importe qui, tout comme c'est ceux qui le reçoivent ne sont pas du tout aussi n'importe qui, mais je pense qu'on est dans un pays où quand on se connaît et que on voit aussi l'âge aussi avancé de
Bruno Amossou, de Adrien Oumbédi et bien d'autres qu'il visite, je crois que ce sont ses grands frères. Donc la démarche logique serait que ce soit lui qui se déplace vers eux et pour leur présenter les vœux, les meilleurs, s'enquérir de leur état de forme. Donc c'est normal. Maintenant, au-delà de cette simple forme de présentation de vœux, évidemment, et ça pourrait cacher effectivement une stratégie. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a des sujets qui sont brûlants dans l'actualité par rapport aux élections qui sont en vue. Et donc, Adrien Oumbédi, qui s'est réclamé être de la mouvance avec l'Union progressiste, le renouveau, puisque son parti désormais se retrouve là. Et Bruno Amossou, lui, au départ, on sait, il avait dit nous ne sommes pas avec le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Et donc, il est un acteur incontournable de tout ce que nous avons vécu depuis 2016. Et donc, pour que nous puissions, évidemment, entrevoir un certain nombre d'issues à un certain nombre de problèmes que nous traversons, il était important pour Yahi Boni, vu la position qu'il occupe aujourd'hui, à savoir président du parti Les Démocrates, et qui a un certain nombre de points qu'ils sont en train, sur lesquels ils sont en train de tirer avec le gouvernement, notamment le code électoral. On sait déjà la position du président de la République qui parle qui évoque en tout cas une certaine rigidité de la part du président de la République qui dit qu'il n'y a pas de compromission. Et donc il faut naturellement aller toucher ceux qu'on puisse imaginer qui puissent véritablement s'impliquer dans cette affaire pour que l'atmosphère soit décrispée, pour que ce que tout le monde voit et que seuls les plus proches du président de la République trouvent que ce n'est pas ce que nous voyons. Et il faut quand même aller voir des plus grandes personnalités qui puissent véritablement, et ceux-là qu'on sait, qui la voix pourrait porter auprès du chef de l'État. Il faut les voir, discuter avec eux. Peut-être qu'eux-mêmes ne voient pas de la même façon que le citoyen lambda, comme en tout cas les autorités du parti Les Démocrates. Et donc, peut-être aller les convaincre de ce que franchement il y a problème. Et donc, cette démarche du chef de l'État, du chef du parti, Les Démocrates, ma foi, doit s'inscrire dans cette logique-là pour aller demander, pourquoi pas, leur intervention auprès du chef de l'État, pour aller plaider pour que des goulots d'étranglement sur ces questions du code électoral et bien d'autres sujets qui fâchent puissent trouver une issue favorable auprès du chef de l'État. Alors Gabin, c'est l'option, hein, c'est ce que Nicolas Sopete lui voit dans la stratégie. Que voyez-vous quand vous avez souscrit à l'option, enfin, la démarche cache une stratégie. Quel genre de stratégie? Non, j'ai commencé à dire tantôt que cette visite ne saurait être perçue comme une simple... Vous avez remarqué le contexte national dans lequel on est actuellement. Voilà. Boni Yayi, vous avez certainement vu que depuis quelques mois, il s'est englué dans un certain mutisme ou un silence par rapport à divers sujets d'actualité et qui appelait quand même de sa part plus ou moins certaines réactions. Boni Yayi, jusque-là, n'a pas pris de position officielle depuis, par exemple, que le code électoral a été voté. Eh bien, ce code, pour certains acteurs politiques, cache des germes de division et potentiellement contient des dispositions qui sont taxées de chrysogènes et de conflictuogènes pour ne pas répéter l'autre. Donc vous savez, il y a tous ces sujets-là. Eh bien, en dépit de toutes les pressions qui ont semblé être faites sur le président de la République, sur eh bien, les acteurs politiques de la mouvance à l'effet d'infléchir leur position sur le sujet, vous voyez que l'on semble aller vers les élections sans aucun souci. Eh bien, Boni Yayi, peut-être en prenant son bâton de pèlerin, en allant vers ces diverses personnalités-là, ces aînés, comme l'a dit le co-débatteur, peut-être attend d'eux qu'ils s'impliquent également, qu'ils soient convaincus, n'est-ce pas, de la démarche du Parti Les Démocrates qui
perçoit, n'est-ce pas, ce code électoral-là comme étant un test qui pourrait constituer un obstacle à la participation sereine des formations politiques de l'opposition à ces échéances électorales majeures, c'est peut-être le lieu de les appeler également à porter avec son parti la même voix et tenter de convaincre le chef de l'État et pour que véritablement on puisse revenir sur ce test-là qui est censé régenter les prochaines élections générales, qu'elles soient qu'il s'agisse des élections législatives, municipales et même l'élection du président de la République. Donc c'est l'un des sujets qui pourrait objectivement amener Boni Yayi à aller vers cette personnalité-là et je ne doute pas un seul instant qu'il a certainement abordé ces différentes questions avec ces aînés, ces autres. Maintenant, reste à voir s'il a pu les convaincre de sa démarche, parce que ici nous sommes dans un jeu de rapport de force. Il est allé voir Bruno Amoussou par exemple, qui est quand même une personnalité connue du sérail politique, qui postule aujourd'hui comme une caution morale pour le parti le parti Union Progressiste, le Renouveau, dont il a été le premier président à la création de cette formation politique. Et ce parti-là est allé faire la même démarche auprès de l'homme et qui leur a donné quelques conseils à l'occasion, les a appelés pratiquement à la mobilisation et à se tenir en ordre de bataille dans la perspective des prochaines élections. Je ne pense pas qu'avec ces lieutenants, les lieutenants de l'Union Progressive, le Renouveau, il a été question de revisiter ou de revenir sur le code électoral. Pour les acteurs politiques de la mouvance en général, aujourd'hui, c'est une question déjà rangée. Il n'est pas question qu'on revienne, n'est-ce pas, sur le sujet, alors que les éléments du parti Les Démocrates, donc Boni Yayi, qui est potentiellement le chef de file de l'opposition, ne l'entend pas de cette oreille. Donc je ne doute pas un seul instant que cette question a pu être abordée. Vous savez également, il y a la question également du retour des exilés dits politiques, et bien la libération des personnalités qui se retrouvent aujourd'hui en prison et qui sont considérées comme étant des prisonniers politiques. Eh bien c'est des questions que Boni Yayi a souvent agitées. Vous avez vu, même lors de sa rencontre avec le président de la République le 23 novembre ou le 27 novembre, pardon, 2023, c'est des questions qui ont pu être abordées sans que le chef de l'État n'ait été véritablement convaincu de la nécessité de faire bouger les lignes sur ce dossier-là. Mais il y a également la question de la convocation d'un dialogue politique national. Vous savez, sur cette question-là, Patrice Talon affiche une position plus ou moins hermétique, une position rigide, comme l'a dit le co-débatteur. Eh bien, c'est des sujets qui pourraient objectivement amener Boni Yayi à aller vers cette personnalité-là, étant donné qu'il a été seul avec les lieutenants de son parti à porter cette question-là à bras le corps, c'est le temps pour lui aujourd'hui d'évoquer ça auprès de quelqu'un comme Théodore Olo, quelqu'un comme Robert Dossou, qui ont été des présidents de la Cour constitutionnelle, des institutions clés de la République, des personnalités qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant de grands électeurs, des leaders d'opinion. Eh bien, leur position pourrait peut-être amener le chef de l'État à reconsidérer un peu sa posture. C'est peut-être l'une des raisons qui ont conduit Boni Yayi à aller vers cela. Et peut-être qu'il y a d'autres qui sont également en perspective. Idikola Olé, pourquoi pas, et Mathurin Kofi Nago, et pourquoi pas le leader Seifou Fagboum, qui de par le passé a également été une personnalité politique majeure. Peut-être Boni Yayi n'est pas au terme de son périple. Dans tous les cas, je pense que on ne peut pas traiter, n'est-ce pas, ces visites-là comme étant de simples visites de courtoisie ou de présentation de vœux. Évidemment que ces questions-là ont certainement pu être abordées. Alors, parmi les visiteurs, en outre, deux personnalités de la mouvance, deux personnalités qui ont l'oreille du chef de l'État, d'autres personnalités qui sont apolitiques, ou du moins dont on ne connaît pas les bords politiques. Je suis tenté de vous demander quelle serait la portée politique de ces visites-là, de ces rencontres? Non, mais vous voyez, depuis un bon moment, il y a une situation quand même qui prévaut et qu'il faille peut-être une position claire et affichée d'un certain nombre de personnalités pour que nous puissions
pour que la partie présidentielle ou bien la mouvance présidentielle puisse savoir que franchement, beaucoup de gens comme l'opposition, comme ceux qui sont affichés dans l'opposition, n'ont pas tort de penser de la façon dont ils pensent dans la République. Quand vous parlez de Théodore Hollo, vous parlez... En fait, par exemple, lorsque on interdit les marches, lorsque un parti politique veut faire une manifestation, qu'on l'interdise pendant que on l'autorise à d'autres, ça peut être des sujets sur lesquels on pourrait convaincre certaines personnalités à se prononcer. Voyez-vous, la démarche de Boni Yayi a retrouvé parfois chez certains un écho favorable. Vous avez vu juste après qu'on appelle-t-on sa visite au président Hongwedi, le président Hongwedi est sorti et a fait non mais on peut pas dire que sa démarche a reçu un écho favorable. Si c'est coïncidence, ça pourrait être une coïncidence, oui, si c'est une coïncidence heureuse, parce que on a vu, on a entendu, on a lu monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale Hongwedi qui a dit qui a dénoncé un certain nombre de choses, qui a dénoncé qui n'était pas d'accord avec un certain nombre de pratiques et voudrait qu'on revienne sur un certain nombre de choses. Alors, si entre-temps, c'était une coïncidence, franchement, c'est une coïncidence heureuse. Et là, je pense que il a fallu que Hongwedi parle et que aussi on a vu la stratégie pour stratégie, l'Union progressiste aussi pour se porter chez lui. Je pense quand même que cette démarche de monsieur l'ancien président de la République, Boni Yayi, mérite d'être saluée. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur Gabin, je pense qu'il ne devrait pas déposer le bâton tout de suite. Il devrait aller vers même les rois de partout pour véritablement qu'ils s'impliquent dans ce qui nous attend là, parce que... Mais quelle pourrait être la portée politique de ces rencontres-là? Ah non, mais vous voyez, quand on parle des forces vives de la nation, il ne s'agit pas seulement des hommes politiques. Quand on parle des forces vives de la nation, c'est aussi bien les forces politiques, c'est aussi les personnalités, les différentes personnalités qui ont occupé de grands postes dans la République. Il s'agit aussi de la société civile. Pourquoi pas qu'ils cherchent à rencontrer aussi les hommes de la société civile, qu'ils aillent dans les congrégations religieuses, qu'ils aillent dans les couvents, parler à tout ce monde-là, pour que tout le monde sache que il y a quelque chose de, à ma foi, de grave qui se prépare et qui n'est pas du tout bien pour la cohésion, la paix que l'on doit rechercher. De toutes les façons, le faire, c'est invoquer tout esprit, faire appel à toute intelligence, toute l'intelligence béninoise pour véritablement permettre à ce que nous sortions du carcan de ceux-là qui pensent que oui, on est dans un monde où tout va pour le bien et que le lendemain également l'est et puis ça passe. Alors que quand on voit tout à l'heure quand nous évoquions ce code-là, il y a beaucoup de griefs qu'on porte à ce code et franchement on n'a pas tendance à penser que en face de nous autres qui pensions comme ça, on n'a pas déjà ouvert. D'accord. Gabin, portée politique de ces rencontres? Non, moi j'attends de voir. Vous savez, je ne sais pas si aujourd'hui Patrice Talon qu'on connaît pour sa façon de ne pas, mais quand même revenir sur certaines questions. Quelqu'un qui quand même prend des dossiers pour des choses déjà classées. Je ne sais pas si ces démarches-là peuvent amener à infléchir sa position sur ces sujets. Non pas pour dénoncer ou dire que cette démarche-là est d'office vouée à l'échec, pas du tout. Mais j'attends de voir. Je me demande si avant ça, il n'y a pas eu de pression sur le chef de l'État, l'effet de l'amener à revenir sur ces sujets-là. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas de nature quand même à remettre en cause des choses qu'il a pris et qu'il prend, pardon, pour des sujets déjà, des questions déjà réglées. Dans tous les cas, nous sommes à moins d'un an
des élections législatives. Sur la question du code électoral, moi je me refuse de voir tout de suite du noir partout, ou parce que les acteurs politiques sont capables de tout. On ne peut pas potentiellement déjà se mettre à critiquer ou à vouer aux gémonies un test qu'on n'a pas eu le temps d'expérimenter. Vous savez, nous sommes, quoi qu'on dise, dans une dynamique de réforme du système partisan. C'est une réforme portée par le chef de l'État, c'est une réforme qu'il a assumée, c'est une réforme que beaucoup d'acteurs politiques ont portée avec lui. Vous voulez qu'on aille à l'expérimentation d'abord? Moi j'estime que bon, parfois on fait dans de l'exagération, à force de dire non, on ne peut pas aller aux élections avec ce code-là, alors qu'on n'a même pas eu le temps de l'éprouver. Moi je ne suis pas dans ce discours qui cache effectivement des raisons d'autres politiques. Nous sommes à l'ère de la réforme du système partisan, une réforme qui prône un regroupement des forces politiques. Eh bien, moi, j'ai comme impression que il y a les anciennes habitudes qui continuent d'influencer l'animation de la vie politique que nous, et donc beaucoup d'acteurs politiques ont peur d'aller vers cette fusion-là. Mais vous voyez les récentes déclarations d'Adrien Ogbegui, cela traduit une certaine crise, n'est-ce pas, au niveau de ces acteurs politiques. C'est comme si on est emballé dans un jeu et en faisant en le faisant de façon hypocrite, alors que c'est des acteurs politiques qui hier ont appelé de tous leurs vœux à ce que, n'est-ce pas, on repense notre système politique qui était gangréné par des partis politiques qui n'avaient véritablement pas d'ancrage au niveau de nos zones, des partis qu'on a vu pendant pratiquement des décennies, qui n'ont même pas réussi à faire élire ne serait-ce qu'un simple conseiller de quartier. On ne pouvait pas continuer avec ça. Maintenant, est-ce qu'il faut administrer une thérapie à ce qui se fait aujourd'hui? C'est vrai, la réforme est perfectible sur beaucoup de plans, mais tel qu'on s'y prend, c'est comme si, bon, on aurait souhaité revenir à la case départ. Beaucoup de confusion dans les débats qui se mènent, au point où moi je me dis, bon, quelque part, il ne faut pas faire la volonté de tout le monde à la fois. Une fois qu'on est convaincu de l'itinéraire qu'on est en train d'emprunter, il faut foncer. Il faut y aller parfois, et s'adapter. C'est vrai que notre classe politique n'est pas habituée à ces choses-là. On a pendant longtemps, depuis l'organisation de la conférence nationale, embarqué dans un système où, bon, certains ont profité au détriment de la masse, mais je suis désolé, on ne pourrait pas continuer à avancer de cette façon-là. Il faut parfois avoir le courage de dire, eh bien, ce que nous avons fait jusque-là, ce n'est pas bien. Les réformes ont toujours leur part de contestation. Ça, ne nous voilons pas la face. Maintenant, est-ce que, bon, tout est mauvais dans ce qui est fait? C'est là que moi, je prends un peu de gants par rapport au discours que tiennent les acteurs politiques. Non, au fait, il y a une chose qui, pour laquelle je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faille aller à une expérimentation d'un test qui visiblement est porteur de germes de conflit. Bon, qu'est-ce qu'on met dans visiblement? Aujourd'hui, le test... On va l'écouter. Non, il y a beaucoup de... Il y a trop d'appréhension. Non, en fait... D'appréhension qui parfois ne sont pas fondées aussi. S'il vous plaît, en 2019, si... on devrait, si c'était une expérimentation qu'on a eu à faire de la réforme du système partisan qui avait demandé, avait amené la Cour constitutionnelle de M. Diogbenou à faire sortir, à ajouter à la pièce des candidats, c'est un certificat de conformité. Je pense que c'était une expérience malheureuse à ne plus jamais reprendre. Le certificat de conformité. Oui. Si c'était une expérience, qu'une cour se comporte de cette façon, c'était une expérience à ne plus jamais reprendre. Parce que... On ne l'a pas repris en 2023. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est des tests. On parle là des tests. Et que cette expérimentation a conduit à des morts. Parce que ça a provoqué l'exclusion. Et ici... Est-ce qu'on n'a pas tendance, est-ce qu'on n'analyse pas ce test de code électoral dans ce sens d'exclusion également? Je vous donne un exemple. Quand on parle
de duo qui doit aller à la présidence. Très rapidement, puisqu'on n'a pas prévu de parler du code électoral. Une minute. C'est-à-dire que quand on dit qu'on doit avoir 28 parrains pour aller aux élections présidentielles, et qu'on sait que seuls les deux partis de la mouvance ont véritablement le minimum qu'il faut pour y aller. Vous voudriez parler du parti Les Démocrates qui en ont exactement les 28. En cas de décès, on ne sait jamais. On ne prévoit pas ça. En cas de décès, le parti Les Démocrates pourrait-il trouver ses parrains? On ne peut pas prévoir les décès pour élaborer un test. Je suis désolé. On doit élaborer un test en tenant compte. On doit parer à toutes les éventualités. Mais s'il y a des décès, les suppléants sont là. Les suppléants existent, non? Il n'y a pas que les députés. Non, pour vous, Nicolas, c'est qu'il ne faut pas attendre que la loi nous éprouve avant de reculer. Non, pas du tout. On vous aura compris. On vous aura compris, Nicolas Soupétin. On en a suffisamment parlé sur ce plateau. On n'a pas prévu. Parce que les vies humaines, ça ne se récupère pas. Électoral. Vous avez quelque chose pour conclure cette randonnée de Boni Yayi? Moi, je voudrais que le président Boni Yayi continue sur cette lancée. En gardant l'espoir que quelque chose est possible. Et quand on estime qu'il y a un esprit ou que le président de la République est de nature à se porter, à rester, à garder sa position, je pense que cet état de choses, elle n'est pas du tout ce qu'on pourrait recommander, parce que c'est de la société il s'agit, c'est des humains il s'agit, et une chose est sûre, l'esprit qui dirige le Bénin guidera le chef de l'État à percevoir le danger et à accepter ne serait-ce que la voix d'un seul individu avec lequel le président Boni Yayi aurait discuté. C'est une prière, on dit Amen. On va passer, non, très rapidement pour finir. Il faut que la classe politique se prenne au sérieux. J'ai l'impression que il y a des sujets sur lesquels on semble rester dans la distraction tout le temps. Lesquels par exemple? On a peut-être personne avant d'aboutir à ce code électoral, là, il y a eu des consultations. J'ai vu quand même le chef de l'État qui a rencontré les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Il a voulu recueillir de ces groupes-là des propositions, des recommandations, des pistes pour pouvoir aller vers la loi. Non, ce code électoral a été voté juste au lendemain du rejet de la Constitution, de la révision de la Constitution. Évidemment, ça a été fait. Avant ça, au lendemain. Oui, et c'est pour ma foi, ça a été fait. On va pas ça a été fait pour sanctionner ce rejet. On va pas s'attarder sur le code électoral. Vous voulez que les acteurs politiques posent aujourd'hui les problèmes réels. Écoutez, ils ont suffisamment eu le temps, n'est-ce pas, de verser leurs propositions au débat. Et bon, ceux qui n'ont pas fait, ils se marquent des coups. La politique aussi, qu'on le veuille ou non, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Boni Yayi est bien placé pour le comprendre. Merci. On va passer au deuxième sujet. On parle maintenant de la rencontre du directeur de l'Agence nationale d'identification des personnes avec la presse, rencontre marquée par l'annonce de plusieurs réformes majeures destinées à moderniser les services, l'agence et à renforcer la qualité des données d'identification au Bénin. L'une des principales annonces concerne la mise à jour de la plateforme en ligne e-service.anip.bj. Cette nouvelle version permet, je rappelle, aux citoyens de faire la demande de 4 documents essentiels de l'état civil, bien sûr, l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle, la carte d'identité nationale biométrique et le certificat de résidence dont la procédure a été simplifiée. Par ailleurs, l'ANIP a mis en place un centre d'appel gratuit pour offrir un service d'assistance et de réclamation aux citoyens. Ce numéro vert est accessible en 10 langues nationales et en 2 langues étrangères avec une capacité de gestion de 20 appels simultanément. Désormais donc, chaque utilisateur peut créer un espace personnel sur la plateforme en utilisant son numéro personnel d'identification et son numéro de téléphone, service qui permet d'accéder à l'historique
de ces documents, de vérifier leur authenticité et de soumettre des demandes de modification de certaines données, la simplification et la démarche d'obtention du certificat de résidence. C'est une application mobile qui est désormais disponible, une application qui permet d'obtenir son NPI sans aucun document, facilitant ainsi l'accès à d'autres pièces d'état civil telles que l'attestation de résidence. Nicolas Sopétin, une avancée à encourager? Bon, c'est un domaine dans lequel le pouvoir de talent a réussi. Et ma foi, c'est dans ce domaine de l'état civil. Les pièces de l'état civil. Entre autres, hein? Ouais, bon. C'est ce que vous dites? Oui, bon, ensuite. Ou c'est le seul? En tout cas, pour moi, c'est un domaine phare hein, dans lequel l'administration de la rupture a réussi. Aidé par aussi l'évolution technologique, l'intelligence artificielle. Et donc, c'était donc dans une certaine logique qui va dans le mouvement du monde, de l'évolution du monde. Et donc, ces réformes de l'ANIP, moi, ma foi, c'est une très bonne chose. Il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Sauf que moi j'ai toujours cette difficulté hein, sur la place. C'est pas moi seul. Quand on lance les réformes de cette façon-là en ligne, on n'a pas la main tout de suite pour y aller. Vous faites comme vous en avez l'habitude, ça vous refuse et ça prend quelques temps avant que les choses ne marchent. Vivement que ça puisse démarrer véritablement démarrer et permettre une facilité, une certaine, en tout cas, permettre la facilité comme l'a annoncé le directeur général de l'ANIP. Alors Gabin Goubeyi, bonne nouvelle pour les citoyens béninois au regard des ennuis qu'ils ont vécus récemment. Une très bonne nouvelle parce que, quoi qu'on dise, hein, il y a eu que le site, la plateforme sur laquelle on pouvait faire des demandes en ligne pour obtenir ces diverses pièces-là de l'ANIP avait quelques soucis, qu'il s'agisse de l'acte de naissance sécurisé, du certificat d'identification personnelle, de la carte d'identité biométrique, du certificat de résidence. Il y avait des soucis quand même, des soucis pertinents que les usagers avaient à rentrer en possession de ces pièces-là. Eh bien, on nous avait expliqué entre-temps que c'était c'était dû à la floraison de la demande. Il y avait quand même beaucoup de trafic sur le site. La demande était véritablement forte. Et à côté de ça, il y avait certains agents de l'ANIP qui avaient entrepris, n'est-ce pas, de délivrer des pièces de façon frauduleuse. Certains se sont même retrouvés en prison et d'autres sont en instance d'être jugés au niveau de nos tribunaux. Parce que l'homme trouve toujours le mécanisme de contourner le dispositif légal, eh bien, s'il n'a pas les moyens de tricher avec ce qui est mis en place. Ouais. Donc, c'est des réformes qui sont à saluer. C'est la preuve également que l'administration a l'écoute des usagers, des populations. C'est parce qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, s'il y a eu ce souci-là de mettre à jour en quelque sorte le site et de le rendre plus moderne et plus fluide, c'est dans le souci, n'est-ce pas, d'offrir une meilleure qualité de service aux populations, et c'est quelque chose qui est à saluer. Espérant bien évidemment que l'on est parvenu véritablement à lever tous les éventuels goulots d'étranglement qui pourraient constituer, n'est-ce pas, des obstacles à la bonne satisfaction des demandes formulées via les sites. Mais aujourd'hui, c'est à saluer, c'est un constat que le Bénin a l'une des plateformes d'état civil les plus fiables aujourd'hui. Vous n'avez pas à aller dans une administration, faire la navette pour aller rentrer en possession ne serait-ce que de votre certificat d'identité, de votre... il suffit, n'est-ce pas, d'être enrôlé dans le dispositif du RAVIP, et bien vous avez votre numéro d'identification qui vous permet aujourd'hui d'avoir accès à plusieurs services à la fois. Et donc, en affichant la volonté ou le souci de rendre plus opérationnel ce site-là, eh bien,
c'est dans l'optique de permettre aux populations d'être beaucoup plus satisfaites. Et c'est quelque chose qui, selon moi, est à saluer. Vivement que les bugs que le site avait enregistrés en temps qu'on avait noté sur le site ne reviennent pour mettre en cause la qualité du service rendu. Alors, dans la simplification de la démarche du certificat de résidence, il n'est plus question de se rendre à la mairie. Je crois qu'il faut passer chez le chef quartier et retirer des fiches. Tout à fait. Des fiches qui sont restées toujours payantes, non, Nicolas Soupétin? Oui. Et des chefs quartiers qui sont introuvables, hein, parfois plusieurs jours durant. Bien sûr. Bien sûr, voilà l'une des difficultés qui persistent. Mais je pense que il va falloir trouver une solution à cela. Parce que, même si moi je pense quand même que ce serait un peu compliqué parce que les résidents dans un quartier, il faut bien quelqu'un pour les attester, pour attester qu'ils sont de ce quartier ou de cette zone-là, ou qu'ils habitent effectivement là. Moi je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et donner plus de moyens parce que CQ ou CV dont nous parlons, pour la plupart n'ont aucun siège, c'est leur maison. Et puisque ils ont eux-mêmes leur métier, leur job qui les nourrissent, l'administration ne leur payant pas grand chose. Et voilà. Mais quand il y a un bureau, quand il y a un siège pour le CV ou le CQ, on sait où on peut aller pour les avoir. Et pour avoir ces pièces-là qui, pour ma foi, sont quand même très importantes pour se faire délivrer l'attestation de résidence, qui est une pièce dont vous avez besoin pour des dossiers donnés. Je pense que il faut aller à la sensibilisation des chefs quartiers et les mettre dans le jeu et faire peut-être leur donner des moyens pour qu'ils aient ne serait-ce qu'un siège ou un bureau où on peut passer les voir puisque en ce moment-là ils ont besoin d'avoir aussi un secrétariat permanent. Est-ce que l'État est prêt maintenant à investir encore dans ce domaine-là? Ce sera difficile. Parce que pour une seule fiche, tu veux passer chez le chef quartier une semaine. Hein, oui, ça c'est sûr. Mais parce que le monsieur n'a pas un bureau, c'est pas ça qui le nourrit, certainement pas. Parce que ça, on sait leur situation, les CV désormais chez nous. Ça fait marrer. Alors que avant c'était pas ça. On ne va pas trouver d'excuses. Un chef quartier qui a pris l'engagement devant les populations de devenir maintenant en quelque sorte leur représentant une fois qu'il sera élu, qui a sollicité des suffrages. Il ne va pas rester affamé pour vous servir. Écoutez, mais il a pris, il a quand même pris la mesure de la responsabilité qu'il est appelé à faire aujourd'hui. Si on interdit à certaines catégories socio-professionnelles de postuler aux élections ou même de démissionner avant, n'est-ce pas, de se porter candidat à des élections, c'est pour éviter, n'est-ce pas, que vous soyez à la fois à gauche et à droite. Si vous on n'oblige personne à devenir chef quartier. C'est vrai que depuis quelque temps, ce n'est plus une nomination, une élection de façon régulière. C'est les partis qui sortent majoritaires à l'issue, n'est-ce pas, des élections qui nomment les militants. Mais il faut peut-être appeler ces partis-là à nommer ceux qui véritablement sont prêts à faire le job. C'est vrai, au niveau de certains quartiers, on a l'impression que les sécu, une fois qu'ils sont élus, ils vont vaquer à autre chose. Il y en a même, vous ne les verrez jamais à la maison. Ils ont un secrétariat là, il faut qu'ils signent des pièces. Les usagers se plaignent tout le temps. Ouais. Mais ailleurs... D'autres n'ont même pas de secrétariat. Mais ça, ce n'est pas ce qui doit être. Écoutez, moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités sur ce plan-là. C'est vrai, il ne suffit pas de porter le titre. Vous êtes appelé à une fonction où vous savez que des usagers ont besoin de pièces pour lesquelles vous êtes le seul à apposer votre signature dessus, eh bien, rendez-vous disponible. C'est vrai, dans mon quartier, quand j'avais sollicité, je suis souvent dans le besoin de ces pièces-là. Il y a heureusement un secrétaire qui est là. Et puis, le Sécu, il prend la précaution de signer des fiches à l'avance. Eh bien, moi, quand je produis ma carte d'identité ou mon passeport, on renseigne juste les cases. La signature est déjà là. La signature est déjà dessus avec le cachet, bien évidemment. Maintenant, là aussi, c'est comme si c'est la porte ouverte. Est-ce que ça ne présente pas des risques? Exactement, il y a tout ça. Bon, jusque-là, je n'ai pas été
enfin, j'ai pas été confronté à ça. Aucune de mes pièces n'a été remise en cause jusque-là. Mais ça ne doit pas être ce qui... Prenons les personnes qui sont véritablement disponibles et véritablement capables de faire le job. Je sais qu'à leur niveau, il y a eu quand même un effort du gouvernement à la faveur de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, où désormais, même les CA, les élus locaux ont vu quand même leur traitement amélioré. Même si pour les CQ ou ça, les chefs de village ou les chefs de quartier, ça ne tombe pas de façon mensuelle. Je sais qu'il y a un effort qui est fait et pour quand même... Ils travaillent beaucoup plus décemment. Oui, je pense qu'il y a un effort qui est fait. On n'est pas ici pour dévoiler les salaires de ces agents-là, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est fait pour leur permettre de véritablement faire le travail. Ils seront disponibles, ils ne doivent en aucun cas constituer un frein à cette réforme-là. Il faut qu'ils jouent pleinement leur partition parce que cela participe, n'est-ce pas, de la fluidité du service. Il ne faudrait pas qu'en allant requérir cette pièce-là, dont peut-être le citoyen a besoin juste en 24 heures pour faire une procédure et qu'on le tourne en rond plusieurs jours. Le tourne en rond, ce n'est pas bien. Gabé en parlait tout à l'heure, Nicolas Sopétin. Est-ce que véritablement, avec ces réformes, les couacs sont désormais du passé sur les plateformes de l'ANIP? On sait que récemment, il y a eu beaucoup de grognes, beaucoup d'ennuis ressassés. Je ne vais pas en citer. Les plateformes qui piquent les sous sans que les documents ne viennent. Est-ce que véritablement, ça, c'est du passé aujourd'hui? Bon, c'est que vous n'êtes pas technicien. Non, je ne suis pas technicien, mais à entendre le directeur général de l'ANIP, je crois que c'est fini. Mettons-nous à faire cette demande-là pour voir. Nous l'espérons bien que c'est terminé. Même si on sait que les systèmes informatiques ne sont pas d'une certaine perfection et il y a toujours des limites, mais je crois que c'est en évoluant qu'on fera l'évaluation qu'il faut et pour véritablement chercher à améliorer le système, à améliorer la plateforme pour limiter un tant soit peu les difficultés que l'on rencontrera dans l'usage des applications et autres qui sont mis à notre disposition. Allons-y pour voir. On ne peut pas dire que c'est fini, c'est parfait. Je suis sûr que la direction de l'ANIP aussi et ces techniciens savent qu'ils doivent avoir de travail à faire pour chaque jour apporter l'amélioration qu'il faut pour que le service soit véritablement facile. Comme le DG l'a annoncé. Également à l'écoute des usagers. Bien sûr, surtout les numéros verts. Il ne faut pas qu'on commence par appeler et que ça sonne fatigué et qu'on ne prenne jamais. Voilà, donc j'espère bien que les dispositions ont été prises pour que ça ne nous arrive pas. Parce qu'on sait, il y a des numéros verts, vous appelez, jamais on vous répond. Non, ça sonne, on va décrocher maintenant, et puisqu'on a dit que c'est en 10 langues nationales et 2 étrangères. Le gouvernement fait déjà beaucoup sur cette piste-là de dématérialisation des services. Au niveau de l'ANIP, est-ce qu'il ne faille pas qu'on plaide, Gabin, pour la réduction des coûts? En fait, on sait que le gouvernement fait beaucoup. Avant, le certificat de résidence, je crois, c'est avec 700 000 francs, on l'a déjà. Aujourd'hui, c'est à 2 000 francs, je crois. 700 000 francs, c'est le tarif auquel la prestation doit être fournie. Mais vous ne comptez pas le nombre de fois qu'il faut aller manquer le chef frais de déplacement et tout. Le nombre de fois... Il faut peut-être demander au secrétaire, lui graisser la patte pour que ton... On le dit que 2 000 francs, c'est raisonnable aujourd'hui. Vous pensez aujourd'hui, parfois vous allez vers certaines pièces, on vous dit il faut déposer le soir, il faut revenir. Vous revenez le soir, c'est peut-être le lendemain. Ainsi de suite, pour la légalisation, c'était pareil. Et donc, le système était formaté à telle enseigne que vous êtes obligé de graisser la patte à l'agent qui pourtant est payé pour le service qu'il est appelé à rendre avant d'obtenir satisfaction. Donc, on ne compte pas tout ça. Aujourd'hui, au moins, de chez moi, c'est d'abord une fierté de savoir que, bon, de ma maison, de mon lieu d'établissement, je peux faire la demande et obtenir... Juste un clic, hein? Sans intermédiaire. Écoutez, c'est formidable. Je pense que au-delà même de cette réforme au niveau de l'état civil, il y a plus des centaines de services aujourd'hui pour lesquels on peut déjà obtenir satisfaction en ligne. Je pense que c'est l'un des secteurs, comme l'a dit le co-débatteur, sur lequel le gouvernement a réussi véritablement.
ce n'est pas que, bon, on a profité du développement du numérique et tout. On a su la nécessité de capter à des moments donnés ce qui pourrait paraître supportable pour les populations. Avant, moi, je me rappelle, j'étais allé solliciter le casier judiciaire au niveau du tribunal d'Abomey-Calavi, et ça m'a coûté, je sais ce que ça m'a coûté, en termes d'investissement physique, en termes d'investissement financier, avant d'obtenir le précieux sésame. Mais aujourd'hui, si je fais la demande avec le centre mis en place pour obtenir ce casier judiciaire-là, je sais que de chez moi, et que si je fais la demande, eh bien, en 72 heures, je peux l'obtenir. Avant, vous êtes obligé de vous rendre au village où vous êtes né et les gens vont compulser les pièces. Ça vous coûte peut-être une permission au boulot pour demander juste une semaine, peut-être. Avec tous les risques sur la voie que ça comporte. Donc, c'est une dynamique à saluer. Le directeur général de l'ANIP a dit que désormais, bon, le service sera plus fluide. Espérer véritablement que les agents intègrent ou bien soient véritablement dans cette dynamique-là. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, il y a toujours des brebis galeuses pour vous mettre les bâtons dans les roues, pour retarder, n'est-ce pas, l'aboutissement des choses. Mais tel que l'administration béninoise est en train d'être mise au pas depuis quelques années, je ne doute pas à un seul instant que cette dynamique-là va porter, étant donné que c'est des réformes qui sont portées au sommet de l'État, et on va espérer que véritablement... Donc vous trouvez que les frais appliqués sont raisonnables? Pour moi, je pense que par rapport à ce qu'on investissait sur le marché noir, écoutez, vous savez que c'est raisonnable. Nicolas Socotin? Non, moi, je pense que c'est important. Lorsqu'on évolue, moi, j'ai évoqué la technologie, l'évolution technologique aujourd'hui, l'essor technologique qui a favorisé ça. Un peu comme pour dire, n'importe quel gouvernement qui serait au pouvoir et qui n'agirait pas comme le gouvernement Talon le fait, aurait manqué à un devoir. Et c'est pourquoi je disais que c'était dans une certaine logique que le gouvernement le fait. Et mieux, lorsqu'on est dans cette perspective d'évolution, d'amélioration du bien-être et du mieux-être des citoyens, je pense aussi que on pourrait même aller jusqu'à rendre gratuit un certain nombre de pièces. Il y a des pièces gratuites? Non, à part le NPI, les autres pièces sont payantes. Je parle de l'acte de naissance. On pourrait même aller jusqu'à rendre gratuit un certain nombre de pièces. Pensez que c'est déjà tout bien fait, tout bénéf pour qu'on dise que avant... Non, au fait, c'est vrai. Tout projet, en tout cas, toute société humaine a ses vices, a ses problèmes. On a été confronté à ce problème. C'est vrai, on nous a épargné de ces brebis galeuses dont on parlait tout à l'heure. Mais non, pas totalement, il y en a encore. Je suis d'accord, mais ce que vous dénonciez, on sait. Quand vous avez la carte d'identité nationale que nous utilisions, qui était à 2500, on sait que vous pourriez pour payer les 2500 ou 2400 et ça va faire 3 mois pendant que quelqu'un vient et paye 10 000 et sur le champ, on lui donne. Ça, on le sait. Maintenant, si on nous a épargné ces problèmes-là, et qu'on en vient à nous permettre d'aller très vite sur des plateformes, je pense quand même qu'une amélioration aurait été aussi qu'on abaisse les coûts et que ce soit accessible à tout le monde. Je vous dis qu'il y a des parents. Il y a des Béninois qui sont toujours sans pièces, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer ces coûts-là. Ah oui, le problème, c'est que, par exemple, il y a des parents dont les enfants voudrions aller passer des concours et les 2000 francs pour pièces pour l'attestation de résidence pourront ne pas y aller. Or, si le coût était peut-être à 1000 francs ou 500, autant rendre le concours gratuit aussi, parce que là, il faut des frais. Donc vous plaidez pour... moi, je pense que dans une évolution de la société, on pourrait demander... Ça veut dire que, vous voyez, aujourd'hui, il y a des réflexions que certaines personnes mènent dans notre pays. J'ai comme l'impression qu'on est tellement minimaliste, on se dit, c'est bon, ça, Dieu merci, on a déjà obtenu ça. Je pense que on doit dépasser ce minimalisme-là et aller penser que toute société humaine doit avoir pour ambition une amélioration nette, progressive et nette de sa condition de vie. Donc, est-ce que le Béninois ne rêve pas un jour qu'on dise que en tant que chômeur, vous avez une prime aussi comme les Français? Ce n'est pas possible.
On arrivera là. Alors, donc si on a, non, justement, c'est-à-dire que toute organisation, tout projet que nous mettons en place, ça devrait pouvoir aller dans cette dynamique-là. Favoriser une meilleure vie à ceux qu'on dirige. Je pense que c'est dans cette logique que nous sommes en disant, abaisser le coût de 2000, on passe à 1000 francs. C'est quoi? Je pense pas que l'État béninois soit incapable, en tout cas, qu'il soit impossible pour le Bénin de faire en sorte que cette pièce soit à 1000 francs et que ça ruinerait l'économie béninoise. Moi, je pense que c'est bien au contraire. Ça aurait permis d'avoir les pièces à temps, d'avoir les pièces à moindre coût et aller vers d'autres horizons. Vous savez, il y a que dans notre administration, nous sommes dans la négligence. Il y a certaines choses sur lesquelles on prend trop à la légère. Vous savez, le Béninois est habitué à faire les choses à la dernière minute. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'occasion du recensement administratif à vocation d'identification de la population en 2017-2018, le RAVIP. Et vous savez, on a fait 6 mois, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Pendant 6 mois, des Béninois que j'ai vus défiler devant les centres d'enrôlement n'ont pas trouvé un minimum de temps pour aller se faire enrôler, ne serait-ce que pendant 3 à 5 minutes. C'est-à-dire, on est dans cette négligence-là. À la dernière minute, beaucoup ont commencé à se bousculer, ce qui a fait que le gouvernement a été obligé de rallonger aujourd'hui. Même aujourd'hui, des gens qui... Oh, la pièce du RAVIP, le récépissé, vous l'obtenez à 0 francs. C'est gratuit. Et c'est la pièce génératrice. C'est-à-dire, si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez faire aucune formalité aujourd'hui au niveau de l'année. Donc, des gens aujourd'hui, il y en a qui sont restés même dans Calavi, où je vis pendant des mois. Dans Cotonou, ici, il y en a qui ont passé 6 mois, n'ont pas trouvé un laps de temps pour aller faire cette pièce-là. Et quand on dit aujourd'hui que, bon, si on rabaisse les coûts, ça va nous profiter à nous tous. Mais aujourd'hui, on salue le fait que l'État fait beaucoup d'efforts pour que le service soit rendu plus fluide, plus rapide et tout. Mais tout ça, il faut comprendre que ça a un coût aussi. Ça a un coût, c'est des agents qui travaillent là. Ce que Nicolas dit, c'est qu'on souhaite, c'est une doléance. Il ne faut pas dire que, bon, aujourd'hui, on a fait tout ça, il faut aussi, même si on le rendait gratuit, je vous assure, il y en aura qui ne font jamais faire la démarche. De toutes les façons, s'il n'y a pas réduction, il faut aussi, l'État aussi a besoin d'argent pour moderniser le service, pour le rendre beaucoup plus opérationnel et pour permettre à chacun d'avoir satisfaction. On aura l'argent d'ici là parce que le pétrole va commencer par être avec le pétrole. On va très rapidement dire un mot sur le dernier sujet. Le ministre conseiller, vous le savez, conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadji, a effectué récemment une descente à Godomin pour sensibiliser les occupants de l'emprise des lignes haute tension de la SBE sur le danger qu'ils courent. Il a également donné un ultimatum pour vider les lieux. Et ça fait plusieurs années que les gens se sont installés dans l'emprise du réseau avec tous les risques que cela comporte. Bonne décision, Gabin? Oui, je pense qu'aujourd'hui, parfois, on ne mesure pas les risques qu'on prend. Même si on dit, bon, il faut qu'on mange, il faut qu'on exerce une activité, ce n'est pas au risque de sa vie que l'on va prendre des décisions où on va adopter des habitudes qui, du jour au lendemain, pourraient vous nuire à votre santé. On a toujours dit, ça ne date pas du régime actuel, depuis, on a toujours parlé, rester dans l'emprise des hautes tensions, eh bien, d'abord, ce n'est pas bon pour votre santé. Les effets peuvent ne pas être immédiats, mais tôt ou tard, vous allez le sentir dans votre corps, et dans votre environnement, dans votre manière même de réagir. Et pourtant, des gens vont opposer le fait que, bon, si on nous renvoie d'ici, on va faire quoi? On va mourir de faim. On a renvoyé des gens des trottoirs, on a libéré les trottoirs manu militari dans les grandes villes du Bénin. Aujourd'hui, tout le monde salue le fait que, bon, on a valorisé ces trottoirs-là en érigeant des routes qui permettent quand même de rendre le trafic routier beaucoup plus fluide. Et c'est salué de part et d'autre. Donc, quand ces ministres-là le disent, bon, ce n'est pas forcément pour faire du mal à ces populations-là, encore que
ils trouveront toujours le lieu où ils doivent rester. Ce dont les gens ont peur souvent, c'est que bon, on est resté là pendant longtemps, nos clients nous ont identifiés par rapport au lieu où on est. Peut-être quand on va quitter ici pour aller s'installer ailleurs, le chiffre d'affaires va baisser. Mais qu'est-ce que cela coûte par rapport à la vie, à la vie que vous mettez, à la vie que vous mettez en péril tous les jours en restant là. Parce que quand ça va péter, quand peut-être le réseau va prendre un coup, parce qu'ils en ont connaissance. Non, mais c'est pourquoi ils sont dans une phase de sensibilisation. Et je pense qu'ils ont promis d'ici le 1er mars prochain faire le nécessaire pour libérer les lieux. Et peut-être que quand l'État va vouloir valoriser les endroits sur lesquels ces populations-là se sont installées, on va commencer à crier alors qu'on aura averti les gens pendant longtemps. 2 semaines de préavis, hein? C'est peu, non, Nicolas? Bon, 2 semaines, nous sommes à 2 semaines de 1er mars. Ah non, c'est quand même extrêmement court. Sauf que moi, je ne suis pas au fait d'accord qu'on soit aussi au niveau à ces endroits-là, avec tous les risques que ça comporte. L'État a une responsabilité et je pense que cette responsabilité va au-delà même du simple déguerpissement. C'est des citoyens qui ont trouvé ces endroits-là comme étant les endroits pour faire leurs affaires. Il faille pour les déloger, les enlever de là, il faille peut-être chercher à avoir un endroit plus approprié. Il faut des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement pour le déguerpissement de ces gens-là. La sensibilisation, d'accord, mais il faudrait prévoir aussi avec eux et discuter avec eux où est-ce qu'ils peuvent s'installer pour mieux vendre et vivre de ce qu'ils sont en train de faire. Patrice Bedja, Job Chikpe m'ont aidé à conduire cette émission qui s'achève. J'ai reçu dans ce studio pour le décryptage de l'actualité sur Actuel Débat de ce lundi 17 février 2025, Gabin Goubilly et Nicolas Sokwetin, tous 2 journalistes. Merci d'être passés chez nous. Merci, c'est un plaisir. Merci, agréable soirée à vous également, chers amis auditeurs. Jeudi, c'est un autre rendez-vous de Actuel Débat. Prenez déjà le rendez-vous. Bonsoir.